le MOVE. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et merci à tous d'être présents. Merci aussi beaucoup Joël pour cette intervention avec nous. Avec plaisir. Alors, pour commencer, voilà, un petit mot, donc un petit avant-propos. Donc cette session, elle est enregistrée pour rediffusion. Vous pourrez retrouver le webinaire sur YouTube dans un lien que je vous transmettrai par mail. On se donne 1 heure, donc on se dit qu'à 16 heures, on libère tout le monde. Voilà, pour information, vous avez en bas ou en haut de votre écran un module qui s'appelle QA, ou Q et R plutôt en français. Donc c'est le module questions et réponses. Donc tout au long du webinaire, je vous invite à poser vos questions dans ce module. Comme ça, moi, je vais pouvoir les prendre en note et à des temps précis qu'on a prévus avec Joël, je pourrais poser vos questions et puis et au besoin, on vous invitera à compléter. Voilà. Vous avez aussi le module converser que beaucoup d'entre vous utilisent déjà. Si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez réagir, si vous voulez vous adresser à d'autres personnes, d'autres participants. Et puis, les slides présentés par Joël vous seront envoyés avec ses coordonnées par mail. Donc voilà, donc elles sont très complètes, vous verrez. Donc ça facilitera votre prise de notes. Alors, donc un petit mot sur le MOVE. Ouais, on a quelques petites coupures. Vous m'entendez? Oui, là oui, mais il y a quelques petites coupures. Bon, bah, j'en suis désolée. Bon, on va voir, j'espère que pour moi ça va aller, parce que sinon ça va être gênant. Ouais, mais moi, ça va le faire. je vous dirai si jamais, mais heureusement que ce n'est pas moi qui interviens sur le contenu. Donc juste pour vous dire, donc, le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est un mouvement qui rassemble 850 entrepreneurs partout en France. Voilà, donc pour nos adhérents, on organise soit des Learning Expeditions, des événements. Et donc, vous imaginez bien qu'en ce moment, les événements, c'est plus trop d'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu réinventé avec les webinaires. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes nos feuilles de route et tout ce qu'on propose sur notre site internet www.move.org. Voilà, et vous avez donc toutes les informations, tout ce qu'on est en train de préparer pour la rentrée. Pardon. Et donc, en ce moment, comme je disais, pour répondre aux besoins des entrepreneurs sociaux, pour leur apporter tout notre soutien, on a lancé depuis le début du confinement la Help Room, que vous pourrez trouver sur ce lien. Donc, c'est sur notre site internet facilement accessible. Et donc, dans cette Help Room, on propose à la fois une hotline avec des experts. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous individuels de 30 minutes avec plein d'experts qui ont des expertises très variées. Il y a des avocats, des experts comptables, des experts en communication, en vente, en coaching, en plein de choses. Voilà, et donc c'est des rendez-vous gratuits. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez aussi des webinaires qu'on organise, donc des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui par exemple. Donc on a une programmation de 6 à 7 webinaires par semaine sur des thèmes, encore une fois, très variés. Et vous pourrez retrouver toute la programmation de la semaine à venir dès le vendredi après-midi sur notre site. Et on propose aussi une boîte à outils avec des documents officiels du gouvernement, des régions, avec des contacts utiles, avec des bonnes pratiques, des informations qu'on nous fait remonter de tous les autres réseaux, de nos partenaires, de nos adhérents. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous en servir et à vous l'approprier. Et en plus de cela, on a lancé une adhésion solidaire pour que personne ne reste seul pendant cette période, que tous les entrepreneurs à impact puissent nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet à ce propos ou à me contacter pour en discuter. Et donc, voilà, donc je vais laisser la parole et l'écran à Joël. Et encore une fois, merci à tous d'être ici. Hop. Ok, merci. Alors, voilà, je partage, j'espère que c'est arrivé. Voilà, est-ce que c'est bien, Marine? Oui. Ok. Bonjour à
tous et merci de votre présence aujourd'hui et du temps que vous allez m'accorder. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment, même si on se voit pas, mais finalement, on commence à prendre l'habitude depuis un mois à être tous à distance les uns et les autres et à chercher de l'efficacité, y compris à distance. Donc voilà, on va essayer aujourd'hui de montrer l'exemple. Alors, le sujet, c'est comment mener vos campagnes de prospection. Je crois que dans le petit flyer, il était marqué en temps de crise. Alors moi, j'ai mis en temps de crise entre parenthèses, tout simplement parce que oui, aujourd'hui, on est particulièrement sensibilisé puisque l'arrêt brutal provoqué par la crise sanitaire fait que nos ventes se sont arrêtées, nos facturations se sont arrêtées, nos productions se sont arrêtées et qu'il faut qu'on relance la machine. Et donc, aller prospecter est quelque chose de majeur, y compris pour aller trouver bien sûr des nouveaux clients et des nouveaux marchés. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, pour moi, est un des éléments fondamentaux de la conduite de la vente dans une entreprise, sous forme de campagne, mais sous forme aussi d'activités récurrentes. Organiser sa prospection pour soi-même ou pour ses commerciaux, c'est vraiment quelque chose c'est très structurant pour une entreprise et majeur. C'est pour ça que oui, c'est le sujet du moment, c'est un moyen de l'aborder et c'est une occasion de l'aborder, mais vraiment, il faut que ça devienne une pratique commerciale récurrente dans l'entreprise. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis la vente a été un fil rouge de toute ma carrière, plus de 35 ans d'activité. Alors que j'ai fait directement, je suis tombée dans l'informatique et j'ai pendant une bonne vingtaine d'années, pas loin, travaillé dans les systèmes d'information, les logiciels, la mise en place de logiciels, l'accompagnement des entreprises, que ce soit des PME ou des grands comptes, à structurer leur informatique, y compris des réseaux, avec une connotation commerciale, mais aussi consultant. Et puis, dans les années 2010 à peu près, j'ai souhaité voir le côté plutôt industriel de mes clients, donc l'autre facette de la relation client, non pas leur système d'information, mais plutôt leur activité. Et là, j'ai intégré une société qui était spécialisée dans les systèmes électroniques, les automatismes, les installations industrielles et plutôt sécuritaires et plutôt critiques. Et toujours avec des fonctions commerciales, direction commerciale, mais aussi responsable d'un centre de service. J'ai piloté 250 personnes et j'ai terminé ma présence dans cette entreprise en m'occupant des fusions-acquisitions. Pendant 4 ans, j'ai été membre du comité exécutif de l'entreprise, ce qui m'a permis aussi de compléter ma vision de l'entreprise par tous ces aspects. Donc, comment on pilote une entreprise sur son business, mais aussi sur sa performance et tous les soucis liés à la production et à la performance. Voilà. Fin 2019, j'ai souhaité tenter une expérience que je n'avais pas encore tentée, qui était celle de l'entrepreneuriat. J'ai créé ma petite société, Win and Develop, par laquelle d'accompagner les entreprises à robustifier leurs équipes de vente ou leur stratégie de vente, à travailler avec elles, leur business plan, accompagner les managers concernés directement ou indirectement par les actes de vente. Parce que les entreprises aujourd'hui, et le commerce aujourd'hui dans les entreprises est fortement secoué. Les organisations des entreprises sont de plus en plus complexes, les marchés évoluent. On demande aussi d'être très innovant et tout ça, vous le vivez au quotidien. Et ce qui fait que les entreprises doivent être résilientes, s'adapter, se reconfigurer. Et ce n'est pas uniquement la partie produit, la partie qui est concernée ou management, mais c'est aussi les équipes commerciales. Voilà. Donc moi, j'ai la prétention et en tout cas, j'ai surtout l'envie d'accompagner les entreprises dans le métier qui est le métier de la vente, sur ce pan-là, pour les aider à leur donner les moyens de se développer. Voilà. Alors, la campagne de prospection en temps de crise, je l'ai dit, mais pas que, c'est tout le temps. Je vous propose de l'accompagner d'approcher le sujet en 2 parties. Les essentiels et puis la campagne de prospection. Alors, les essentiels, en fait, c'est les essentiels de la vente, recentrés sur la période que l'on a aujourd'hui, que l'on vit aujourd'hui, qui est la période de la crise, qui est la reprise après la crise, donc la préparation de la reprise et puis ensuite le développement.
Ces essentiels-là de la vente sont partie intégrante des éléments d'une campagne de prospection que nous déroulerons ensuite plus en détail. Alors, les essentiels, il y a peut-être eu des séminaires là-dessus. Hein. Moi, je les reprends parce que c'est ma matière, j'ai envie de dire, pour approcher la campagne de prospection. On va le voir hein, sur les slides suivants, donc je vous laisserai le temps de les relire ici, plus tranquillement. C'est pendant la crise, là, maintenant, c'est préserver sa relation client. On va voir un petit peu comment. C'est préparer bien sûr cette reprise. Ok, on va faire une campagne de prospection, ben, il faut bien la préparer. Hein. Il va bien falloir savoir de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on vise et qui on vise. Donc tout ça, c'est comment on se prépare pour éviter ce que j'appelle moi l'inertie du départ arrêté. On a entendu le week-end dernier un probable déconfinement plus ou moins partiel le 11 mai. Ok, on ouvre les portes le 11 mai et puis quoi. Donc si on ne s'est pas préparé, il y a toute une inertie qu'il va falloir digérer. Donc, il faut l'éviter le plus possible et donc se préparer. Et puis ensuite, il va y avoir effectivement la reprise. Et là, on va commencer à penser, non un peu moins court terme, mais aussi moyen terme, et donc relancer l'activité. On va pouvoir aller chercher des commandes, mais aussi, bien sûr, aller capter du nouveau business et donc lancer notre campagne de prospection. Et puis, il y a le développement, c'est-à-dire derrière, comment on va consolider tout ça, tirer les enseignements de la crise sanitaire et trouver les moyens de se différencier et de se diversifier dans nos activités. Mais ce sujet-là ne fait pas partie de la campagne de prospection. Alors, pendant la crise, je crois d'ailleurs qu'il y a eu quelques remarques sur ça dans les inscriptions. Il faut préserver la relation avec son client. Son client, il faut l'aimer. Son client, il faut l'aimer, il faut le lui dire, il faut qu'il l'entende. Et il faut assumer cette position et finalement ne plus dire je suis le fournisseur d'eux, mais je suis un partenaire. Et ça, c'est cette posture que vous prenez, si vous l'assumez, votre client l'a ressenti. Pendant la période de crise, il faut savoir appeler un client sans rien avoir à lui vendre, forcément, ou spécialement. Bien sûr, on peut avoir, mais pas forcément. Le prétexte, c'est prendre de ses nouvelles, c'est comprendre comment il est, c'est savoir ce qu'il entend, c'est dans quel état il est, c'est le faire parler. Et finalement, c'est montrer qu'on s'intéresse à lui, le contacter pour autre chose que lui vendre quelque chose. Et en même temps, en profiter, soit parce qu'il faut que ce contact pour nous soit utile, c'est l'appeler et le faire parler et l'écouter pour capter les éléments qui vont venir enrichir votre démarche et votre réflexion sur comment, demain ou lors de la reprise, activer les commandes, mais des propositions émises déjà, mais aussi aller en trouver des nouvelles. Et vous allez voir, vos clients, ils vont parler de leur douleur, mais en les faisant un petit peu parler, ils vont vous dire que peut-être un fournisseur les a plantés. Et ce fournisseur-là, il proposait un produit que vous savez peut-être proposer. Ou inversement, il va vous expliquer que votre produit cible et habituel ou votre service, il n'en a pas besoin, mais la douleur qu'il a par ailleurs sur ce qui lui est tombé, finalement, vous savez peut-être aussi y répondre. Donc, cet échange-là, cette relation client, quand on dit, il faut aller la chercher au-delà que le prétexte de la vente. Et là, vous allez voir que c'est très riche et que les clients vont se lâcher, vont se confier, et ça va vous donner énormément de matière pour préparer derrière votre reprise et surtout l'enrichissement de votre client, de la relation avec votre client. Les clients se rappelleront, même inconsciemment, de ceux qui sont restés là, et pas pour n'importe quoi, c'est-à-dire pas forcément pour leur vendre quelque chose. Donc pour moi, ça, c'est vraiment majeur. Toujours pendant la crise, il va falloir se préparer à la reprise. Ok, on entretient la relation, c'est bien beau, mais ça fait pas rentrer le cash et les commandes. Donc pour se préparer à cette reprise, pour moi, il y a trois axes majeurs, il y a trois activités majeures que vous devez faire. C'est faire une veille sur votre marché, sur votre écosystème. J'ai dit, vous allez discuter avec vos clients, ils vont vous donner des informations, ils vont vous donner des signaux faibles. Mais votre marché, votre écosystème, c'est la même chose. On sait aujourd'hui le numérique, on en profite et on s'en sert tous. Il y a les informations, il y a la radio, il y a les groupements professionnels, il y a les pôles de compétitivité, il y a les clusters, il y a vos collègues, vos confrères, etc. Il y a une masse d'informations aujourd'hui sur les marchés. Il faut les écouter, il faut les capter afin de prendre les informations qui peuvent être pour vous
sources d'opportunités qui n'étaient peut-être pas envisageables jusqu'à maintenant, mais qui vont apparaître comme nécessaires et comme évidentes aujourd'hui du fait de la crise. Donc, il faut vous intéresser à votre écosystème et aller capter ces signaux faibles, aller capter ces opportunités et peut-être trouver des nouveaux marchés qui n'étaient pas ceux que vous pensiez. Autre gros travail, l'analyse de votre portefeuille d'offres, services, produits ou autres. Alors, quand je dis offre, je m'adresse aussi aux associations, au passage. Vous offrez un service à vos adhérents. Donc, intellectuellement, la problématique est la même. Donc, faire une analyse de vos offres et de vos prospects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va se lancer dans une campagne de prospection, parce que tout ça, je reste bien évidemment dans la campagne de prospection. On va proposer quoi dans notre campagne de prospection? Ça vaut le coup de se poser la question de dire quels sont les produits qui tournent pas, plutôt que de prospecter sur mon catalogue complet. Si j'ai une saisonnalité dans mon activité, ça paraît logique, même si ça paraît un peu bête ce que je dis, mais identifions les produits qui correspondent à la saisonnalité, parce qu'on fera peut-être une relance sur cette saisonnalité-là. Mais aussi, on va peut-être regarder les produits qui marchent et ceux qui marchent moins bien. On va peut-être se rendre compte que ceux qui marchent, ok, il y a un roulement qui est important, mais finalement, si j'analyse un peu mes comptes, ils ne me rapportent pas beaucoup d'argent, alors qu'il y en a d'autres qui végètent un peu, mais qui sont très rentables quand on les vend. Est-ce que ma campagne de prospection, j'aurais peut-être pas intérêt à la faire sur cela? On va le voir un petit peu plus loin. Donc voilà, cette analyse de son portefeuille, il n'y a pas besoin d'avoir, vous faites 2-3 statistiques et des tris classiques, vous le faites sûrement déjà sur votre portefeuille de façon à commencer à avoir la matière pour dire qu'est-ce que je vais aller vendre dans ma phase de prospection, dans ma campagne de prospection. Et pareil avec vos clients et vos prospects. Quels sont les clients et les prospects qui sont intéressants? La veille du marché de l'écosystème va vous donner des infos. Vos clients, quels sont ceux qui ne tournent pas bien, les saisonniers. Peut-être aussi, si l'objectif est de diversifier le panel de clients, eh bien, il va falloir aller chercher d'autres secteurs d'activité. Donc ce travail-là, il faut le faire, il faut profiter du moment pour le faire et commencer à le mettre noir sur blanc sur du papier pour pouvoir alimenter votre campagne de prospection. Et puis aussi, c'est peut-être un moment, en écoutant l'écosystème, en écoutant les produits qui marchent, qui ne marchent pas, se dire, tiens, est-ce que je n'ai pas intérêt à innover sur tel ou tel produit, une innovation pas très contraignante qui va me permettre de faire une campagne sur un produit nouveau que j'ai pu mettre au catalogue et qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Même si ce n'est pas une révolution, mais qui répond à un besoin que vous avez identifié en faisant votre veille. Voilà. Et puis, je crois que Marlene l'a dit aussi, on voit tous aujourd'hui fleurir des financements, des soutiens bancaires et autres. Peut-être se dire, est-ce que je n'ai pas un investissement à faire? J'ai un peu de temps, peut-être essayer d'aller chercher un financement qui m'aiderait à financer de la R&D. C'est une idée. Voilà. Donc, ce travail-là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que votre campagne, elle ne pourra pas se faire, votre campagne de prospe, si vous n'avez pas fait ce travail préparatoire, et on va le revoir un petit peu plus en détail. Alors, en considérant, et on verra tout à l'heure plus en détail comment, mais en considérant que vous avez fait ce travail de préparation, effectivement, la reprise arrive. On est le 11 mai, on nous libère. Je vous conseille aussi quand même de le faire un petit peu avant, mais on va aller chercher nos commandes. Et là, ça sera d'autant plus facile, c'est pas le mot parce que ça ne sera pas facile, mais il y aura peut-être plus de chances de réussite si vous avez ciblé probablement les offres émises, les commandes à aller chercher ou les produits sur lesquels vous voulez travailler, parce que là, vos équipes sont là, sont prêtes et vous avez des cycles de fabrication très rapides, eh bien, vous allez peut-être innover dans la proposition que vous faites à vos clients en disant ben voilà, ce produit-là, pour le moment, c'est un peu juste. Par contre, je sais que dans 6 mois ou dans 3 mois, vous allez avoir besoin de telle gamme de produits. Ben moi, je vous propose de la facturer tout de suite, de la fabriquer tout de suite. Je vous fais un différé de livraison. Trouver des artifices qui font que vous allez pouvoir capter de la commande rapide sur ce qui était déjà prévu, mais peut-être aussi sur des éléments auxquels on n'avait pas pensé, où le client, vous allez lui rendre un service parce que vous aurez capté qu'il était ennuyé sur tel ou tel sujet. Après, on peut bien sûr innover sur les échéances de paiement, les étalements de livraison, etc., qui sont des classiques de la négociation pour essayer de capter une commande. Pourquoi pas accepter d'avoir une quantité moindre, mais en prendre une partie. Mais tout ça, je pense que ça, il n'y a pas de souci, vous savez le faire. Voilà.
Et puis peut-être mettez en place une routine, je ne sais pas l'organisation, certains d'entre vous ont des commerciaux, peut-être il faut faire une campagne géographique ou métier et dire ben allez, on va revoir tous nos clients et on va les prévenir ou on les prévient juste que sur telle semaine on est dans leur secteur et qu'un commercial va passer les voir et quel jour ils sont disponibles. Allez voir vos clients, allez les visiter. Ce n'est pas une campagne de prospection, qui dit prospect dit a priori ils sont peu clients, mais allez voir vos clients. Vous avez entretenu la relation, maintenant allez les voir, il faut savoir le faire. Voilà, alors une fois qu'on a dit tout ça, que j'ai dit tout ça, eh bien, je pense qu'on va avoir posé les bases, des réflexions préalables pour mener notre campagne de prospection pour la reprise. Alors, souvent, quand on se lance un petit peu, qu'on prend un peu de recul, ben, si on est lucide avec nous-mêmes et avec nos activités, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est naturel et c'est normal. Le business que l'on capte, ben, c'est celui qui, si tu regardes un arbre avec ses fruits, c'est ce qui est à portée de main. Et c'est naturel. Et même des commerciaux, si vous avez des commerciaux, parfois font cela. Et c'est naturel. On va chercher, on va au plus simple pour aller chercher. Là, dans la campagne de prospection, on va se faire mal, on va se creuser les méninges et on va aller chercher ce qui n'est pas naturellement atteignable ou facilement atteignable. Et on va aller chercher ce qui nous permet de monter et d'aller capter les fruits dans l'arbre bien plus haut et que l'on ne peut atteindre que si on crée peut-être une valeur et un apport une création de valeur plus importante auprès de nos clients. Donc, essayons de monter, de ne pas prendre que ce qui est à portée de main, mais d'aller chercher. Et c'est la finalité de la campagne, ce qui est plus haut placé, plus difficile à atteindre. Alors, la campagne de prospection, pourquoi? Vous l'avez compris, je pense que je l'ai laissé sous-entendre déjà dans la phase de préparation. Il faut un prétexte à une campagne, il faut savoir pourquoi on fait une campagne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, quelle est sa réelle motivation, et elle peut être très variée selon le type d'entreprise, selon votre situation, et elle va globalement concerner une motivation liée à l'offre, au produit, puisque bon, forcément des offres de produits ou des services, hein, et elle va être aussi liée aux clients et au marché. Donc, votre motivation, elle peut être je veux promouvoir des offres qui sont différenciantes. J'ai scanné mon marché, j'ai fait une étude de marché, j'ai écouté mon écosystème, finalement j'ai un savoir-faire, pas grand monde qui l'a, je vais faire une campagne sur cette cible-là, mes offres différenciantes. Et on bâtira l'argumentaire. Vous allez peut-être vouloir promouvoir vos offres les plus rentables, les produits, les activités les plus rentables, et laisser tomber les autres. Et vous allez faire une action ciblée là-dessus. Ou bien aller promouvoir une offre qui génère des revenus plus récurrents. Ou bien alors, pourquoi pas capitaliser. Vous avez développé un produit spécifique pour un client, il est super content, le produit est génial, mais ça vous a coûté très cher, et vous vous dites, ça serait peut-être mieux que je le revende en plusieurs exemplaires et que je capitalise et que j'amortisse mon investissement. La campagne sera peut-être ciblée là-dessus. Et puis aussi, vous pouvez élargir votre offre et vous dire, tiens, j'ai un partenaire. En discutant dans la phase de confinement, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait une offre géniale. Et bien, on va faire une campagne pour promouvoir cette offre à deux, cette offre géniale. Voilà. Donc, il y a sûrement d'autres cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la campagne corresponde à une réelle motivation et un réel intérêt pour vous de cette campagne qui vous générera, bien sûr, le chiffre d'affaires associé. Et puis, diversification client-marché. Vous aurez peut-être constaté pour certains d'entre vous que vous êtes dépendant de clients très précis. La règle des 20-80, il est indispensable de diversifier vos marchés. Votre campagne de prospection, elle peut cibler des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Votre étude de marché aura permis peut-être de vous rendre compte qu'il y a un secteur industriel, les transports par exemple, par opposition à l'énergie, hein, qui peut vous apporter où vos offres peuvent apporter des solutions. Les marchés, vous n'y aviez peut-être pas plus pensé que ça, parce que c'était un gros chantier. Voilà. Et puis des marchés qui s'avèrent très porteurs et sur lesquels votre offre va vous permettre d'accéder. Voilà. Donc, dans ce qu'on vient de voir là maintenant sur cette première partie, donc Marine, vous allez me dire s'il y a des questions ou pas, mais on est vraiment, et on vient de passer vraiment là une phase préliminaire indispensable au socle, pour fonder le socle de votre campagne de prospection. C'est une analyse de votre environnement, une introspection sur vos offres, vos métiers, vos clients, et surtout ce que vous voulez promouvoir, le prétexte, l'objectif de l'offre que vous allez promouvoir pendant la campagne. C'est vraiment indispensable. Merci Joël pour cette première partie.
Alors, c'est très studieux du côté des participants. Pour l'instant, alors ça y est, on a 2-3 questions qui arrivent. On a Christelle qui nous dit comment démarcher pour un lancement d'activité en service B2B, un lancement d'entreprise même. Un lancement d'entreprise. Eh bien, on va le voir tout à l'heure et on va y revenir. Donc, la première des choses, c'est votre proposition de valeur. Ça, c'est la première réflexion qu'il faut que vous ayez. Vous avez créé votre structure, donc vous avez une activité. Quelle est la valeur, quelle est votre proposition, ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'accroche qui dit, voilà, moi, je réalise telle activité de service. Mon élément, il faut que vous identifiez votre élément différenciant. Il faut qu'il y en ait un. Et il faut que vous, et on va le voir après en fait, vous répondiez à un besoin client, que j'appelle votre proposition de valeur, hein, c'est-à-dire que votre offre réponde à des besoins clairement identifiés. C'est la première des choses. Ensuite, cette proposition de valeur et votre offre, il va falloir, et on va le voir là après, que vous sélectionniez, vous trouviez à qui les vendre, quels sont ceux qui sont les plus aptes à capter votre offre, votre proposition de service pour leurs propres besoins, et donc vous donnez l'opportunité d'enclencher le plus vite possible les premières commandes. Parce que la difficulté, c'est le départ à zéro, hein, c'est ce que je dis aussi, hein, c'est comment amorcer le pipe, et c'est vraiment le plus difficile. Mais la première des choses, c'est votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez, quel est l'élément différenciant, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous apportez au client par rapport à la problématique qu'il peut rencontrer. Et un peu dans le même esprit, on a Joss qui nous demande est-ce que cela s'adapte à un freelance en début d'activité? Ben oui. Ben oui. Alors moi, j'ai créé une petite société, c'est une SAS, mais ça revient au même. Bon, un freelance, le freelance va avoir plusieurs sources d'activité, j'imagine. Hein. Ça peut être en direct sur du temps partiel ou des missions auprès d'un client, mais ça peut être aussi en sous-traitant ce qu'on appelle des rangs 1 ou des rangs 2, hein, où il va y avoir une société qui, elle, capte le marché, puis qui va vous le sous-traiter. Donc, vous devez, vous aussi, identifier, quelle est dans l'offre de service que vous apportez en tant que différenciant, quels sont vos atouts, votre expérience. Moi, par exemple, en tant que freelance business, je mets en avant mes 40 ans d'expérience dans le domaine de la vente, mais le fait aussi que j'ai côtoyé le comité exécutif d'une entreprise, donc je connais la problématique de la gestion d'entreprise et que ça vient compléter mon approche business que je peux avoir pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur développement. Donc vous, freelance, vous devez trouver vos plus par rapport à une masse de freelance qui sont dans les mêmes environnements techniques. Et ensuite, c'est les cibles de qui va vous faire travailler et de vos choix. Est-ce que vous êtes en rang 1 par rapport à un client ou est-ce que vous êtes plutôt en rang 2, c'est-à-dire des sociétés qui portent des freelances, qui sous-traitent des activités à des freelances et qui, elles, se chargent d'aller démarcher le client final. Mais oui, la campagne de prospection, il faut que vous cibliez qui sont vos pistes et vos cibles et que vous les appeliez, que vous vous fassiez connaître. On est très nombreux sur la place et donc on ne nous attend pas. Et donc il faut qu'on se fasse connaître. Et la campagne de prospection en est un. Mais on va le voir tout à l'heure. Il faut savoir les accroches que vous allez avoir pour qu'on vous identifie. On a aussi plusieurs questions autour de la situation actuelle. Alors à la fois, est-ce que c'est le moment de prospecter quand on est en confinement? Mais on a aussi et surtout des personnes qui nous font remonter, par exemple Cynthia, mes clients sont pour la plupart au bord de la faillite, commerce indépendant actuellement fermé. Je suis un petit et nouveau fournisseur pour eux. Je ne me sens pas de les appeler le 11 mai pour aller chercher des commandes. Alors on a plusieurs personnes qui ont un peu cette problématique. Normal, oui, mais je comprends. Donc la démarche, c'est assez difficile, hein, ne connaissant pas l'activité ou le secteur, etc. Mais d'un point de vue général quand même, j'ai dit tout à l'heure, il faut, je vous ai proposé, je vous ai suggéré j'ai parlé de la règle des 20-80 et c'est le cas. Vous êtes, vous, dépendant d'un certain type de clients qui aujourd'hui, parce que ce sont
magasins ou des gens qui n'ont plus du tout d'activité, donc sont à deux doigts de dépôt de bilan. Vous devez vous poser la question de votre capacité par rapport à ce que vous proposez comme service, ou comme produit, ou comme offre, de vous dire quels sont les marchés que je suis susceptible d'adresser autres que le client final que je vise aujourd'hui. Alors, je vais prendre un exemple, ce qui me vient en tête, il vaut ce qu'il vaut, je ne sais pas. Imaginons une personne qui produit des fleurs, voilà, des plantes, d'accord. Ses cibles sont les fleuristes locaux, les boutiques qui aujourd'hui sont très mal et sont prêtes à faire. C'était sa cible, son démarrage, c'était d'aller vendre ses fleurs à ces fleuristes. Face à cette situation, c'est de se dire qui est susceptible de d'acheter les fleurs. Ça peut être des les spécialistes, les botanistes, les grandes surfaces, je vais dire, du monde des fleurs et de l'agriculture, des paysagistes. Et donc, les botaniques, les jardiniers, c'est plus facile, donc je vais le dire comme ça. Donc, vous pouvez avoir cette piste-là et de dire, je vais plutôt aller les adresser. Production locale, vous avez tous entendu, tout le monde va reparler local. Donc, allons voir des magasins locaux, ils auront peut-être, même les franchisés, des autorisations à aller s'approvisionner local. Mais il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être les paysagistes, les gens qui font les aménagements des jardins. Les designers, aujourd'hui, on design une maison, on design son intérieur, on design aussi son jardin. Il peut y avoir des personnes en activité, des métiers qui portent votre proposition et qui trouveront eux aussi un intérêt à dire à un client, mais non seulement, monsieur le client, je fais le paysage et l'aménagement intérieur de votre maison, mais je vais aussi le faire pour votre jardin. Et vous allez pouvoir fournir et vendre et vous adosser à ces gens-là pour vendre vos produits. Enfin, voilà, je ne sais pas, mon exemple, ce qui vaut, mais c'est de dire, il n'y a pas que le fleuriste qui utilise les plantes que je produis. Il peut y avoir des gens avec qui je n'avais absolument pas pensé et avec qui je vais permettre de créer une valeur additionnelle. C'est le cas du paysagiste ou c'est le cas du designer d'intérieur qui, dans un projet global de construction, va dire mais j'embarque aussi le jardin et je produis local. Excusez-moi. Donc voilà. Oui, c'est compliqué. D'où cette phase d'introspection et de excusez-moi, c'est le téléphone de mon mari. On est en confinement. Voilà, c'est bon. Et cette phase d'introspection, elle est vraiment très importante. Je constate, il faut que je trouve. Donc, j'étudie l'écosystème, je réfléchis. Et ça, il faut le faire maintenant. Maintenant, pour que vous puissiez commencer à préparer, à identifier les gens que vous allez prospecter. C'est un très bon exemple, celui-là, parce que c'est ce que je vais vous expliquer après. Il faut que j'identifie tous les paysagistes, que j'identifie tous les promoteurs, que j'identifie, j'en sais rien, moi, tous les Jardiland et les autres magasins pour aller les prospecter de moment donné. Je ne dis pas que ce sera facile après, mais voilà. Et dire est-ce que c'est le moment de prospecter? Je crois qu'il y a eu la question. Oui, il y a c'est le moment de préparer la prospection. Rien ne vous empêche. Moi-même, j'ai des clients, enfin, j'ai des produits en portefeuille que j'avais en contact au mois de février et on devait se revoir au mois de mars. Bon, je leur ai passé un coup de fil, ce que je disais tout à l'heure. Passons des coups de fil, même s'il n'y a rien à vendre. Marquons le terrain, occupons le terrain. N'ayons pas l'obsession vente, ayons l'obsession, gardons le contact, aimons nos clients et nos prospects et faisons-le leur savoir. Et effectivement, l'action du punchy, d'aller essayer de vendre quelque chose et d'aller prendre une commande, je crois qu'elle se prépare maintenant et elle se fera plus tard. Sauf si, enfin au moment de la reprise, sauf si, en appelant, vous captez qu'il y a un besoin qui n'était pas celui prévu, captez le bon et allez-y, osez. Qu'est-ce qu'on prend? C'est le risque du client, ils nous disent non. Au moins, on aura tenté. On a aussi, vous l'avez abordé, une question de Dan qui est comment rester proche de son ou de ses clients lorsque sa proposition de service est un peu loin des préoccupations urgentes dues à la crise. La question de la relation, qu'est-ce que vous conseillez? Mais ce que je disais, le premier prétexte,
c'est de prendre des nouvelles du client, c'est juste d'appeler pour le faire savoir comment il est. L'entendre dire, ouais, non, mais vous savez, moi je l'ai eu, vous savez, c'est pas ma préoccupation du moment. Mais oui, mais je me doute bien et je comprends parce qu'effectivement, vous avez besoin de produire, vous avez besoin de facturer, vous aussi, monsieur le client. Et c'est le faire parler. C'est, ah bon, et aujourd'hui, c'est quoi votre problème? Enfin, je sais pas comment dire, bon, ça vient dans la conversation, mais lui faire dire que peut-être ce qui lui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il a, comme je disais, c'est pas forcément les clients, hein, ça peut être une rupture de chaîne d'approvisionnement. On peut avoir des clients qui aujourd'hui ont le potentiel de vente, de fabrication, ils n'ont pas la chaîne de rupture, la chaîne d'approvisionnement est en rupture. Et si vous le faites parler, il va peut-être vous dire, il va peut-être vous dévoiler une petite information qui montre que oui, mon offre de service, elle n'est peut-être pas directement utilisable. Alors moi, je le fais beaucoup, ça. Mais je vais capter une info qui peut être soit un peu dérivée, je vais essayer de l'aider, soit elle va aider un collègue. Ça, faites jouer le réseau. Servez énormément du réseau. Vous allez contacter un client, il va vous dire qu'il n'a pas besoin de vous. Vous allez faire parler, et il va vous dire oui, mais j'ai besoin de vendre du stylo, qui vend que des stylos incassables, insubmersibles, je ne sais rien, étanches, etc. Et vous avez le collègue qui vend ça. Et il ne le connaît pas. Et bien, vous allez l'appeler votre collègue. Vous allez dire dis, va voir tel, parce que lui, il a besoin, hein, et je pense que ça va te servir. Ça vous reviendra toujours. Ça vous reviendra toujours. Il faut énormément d'empathie et d'écoute, hein, quand on veut développer son commerce. C'est une chaîne, c'est un réseau. On a son client final, mais on a les autres aussi. Servez-vous des autres. Les retours d'ascenseur, ils arrivent toujours. Merci. Je vous propose, je remets ma casquette Continue. Ouais, je vous propose de continuer. Et puis, si d'autres questions, si vous n'avez pas les réponses dans la suite, n'hésitez pas à reposer les questions. On pourra revenir à la fin de la présentation de Joël. Je vous laisse. Okay. Donc, on a vu toutes ces préparations, ces phases de préparation. Ça vaut pour une campagne au sens opération coup de poing, mais ça vaut de toute façon sur la propre réflexion et l'introspection qu'on fait sur la proposition de valeur auprès de ses clients. C'est majeur. Il y a deux slides là, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Comme vous les aurez, vous pourrez le retravailler. Mais globalement, il faut que vous ayez une approche stratégique. Hein. C'est pourquoi je veux prospecter, qu'est-ce que je vais proposer à mes clients, sur quel marché je vais aller, se poser les questions. Donc, est-ce que je vais, dans ma campagne de prospection, est-ce que je vais plutôt cibler une action géographique? Pourquoi pas? Parce que finalement, je me rends compte qu'il y a tout un marché en France que je n'adresse pas et je suis capable d'aller à 200 km de là de chez moi. Eh bien, je vais aller prospecter ce secteur géographique-là. Ou bien, j'ai plutôt tendance à travailler avec les transporteurs, mais finalement, je me rends compte que en travaillant avec l'industrie chimique, je peux aussi avoir des débouchés par rapport à mon offre. Ça, c'est le travail que vous aurez fait. Je vais vous montrer comment. Donc voilà. Donc, il y a toute une stratégie à avoir pour préparer son portefeuille de contacts et on va voir comment. Et bien sûr, savoir quoi proposer. Donc, la campagne de prospection, elle va se dérouler, la campagne à proprement parler. On sait où on veut aller, on sait qu'est-ce qu'on veut proposer, on sait qui on veut contacter. Eh bien, il va y avoir une phase donc, de collecte de fichiers clients, hein, j'ai envie de dire, de liste de clients à contacter, les contacts à ensuite, on va lancer une campagne de phoning et puis on va exploiter les résultats de ces contacts qui, pour partie, nous l'espérons, pourront être transformés en nouveaux clients et en nouvelles. Alors, ici, c'est un travail de fourmi. Quand on est dans la prospection dans le dur, on est bien d'accord, on n'est pas dans de la relance de clients connus. On est dans la prospection dans le dur pour démarrer, pour aller chercher un nouveau marché, pour aller commercialiser un nouveau produit sur des cibles clients ou un produit sur des cibles clients nouvelles. Il vous faut aller savoir où marcher. Et il faut ce qu'il faut éviter, c'est la simple intuition. L'intuition est intéressante. Je pense que mon produit peut intéresser le marché de l'industrie chimique, ok, mais il faut quand même que je m'en assure. Sinon, je vais passer beaucoup de temps à passer des coups de fil et ça va être compliqué. Donc, je parlais tout à l'heure de scanner son écosystème, de scanner le marché, d'identifier les opportunités, ce qui se passe. Donc, vous allez utiliser, et nous avons beaucoup de chance,
Nous avons tout le numérique aujourd'hui, les réseaux sociaux, les sites web, les moteurs de recherche, mais vous avez les clusters, vous avez les groupements professionnels, vous avez les annuaires professionnels, vous avez les sites métiers professionnels, etc., qui vont vous permettre, sur la base de mots-clés, sur la base de critères très précis, soit de marché, soit de segment, soit de produits, vous permettre d'aller scanner ce qui se passe sur le web et arriver à constituer, les marchés sur lesquels vous allez vouloir aller, le produit qui sera le mieux parmi votre produit à les proposer. Et vous allez, avec cela, utiliser donc, ces différents éléments, mais vous allez devoir vous constituer une société. Donc, tous ces éléments-là, par exemple, les salons et les listings, le salon de l'économie sociale et solidaire, mais il y en a plein d'autres, ça peut être le salon des fleuristes ou le salon, je ne sais pas. En général, ils proposent, et on a la liste des exposants, on a la liste des participants, mais ça, c'est un vivier d'informations. Vous pensez, peut-être pas. Exploitez-les, regardez, allez voir les sociétés. Donc, vous allez, comme ça, par les listes de recherche, les bases de données diverses, vous allez capter de la donnée société. Vous allez avoir un gros travail qui va être de trier tout ça. Vous allez avoir des remontées de noms de sociétés, vous allez aller devoir vérifier si elles sont. Vous allez faire des paquets par thème, par industrie, par métier, par géographie, par activité comme tel produit. Vous allez devoir ensuite les trier et trouver les contacts que vous allez pouvoir appeler. Et là, n'hésitez pas, servez-vous des réseaux sociaux, servez-vous de LinkedIn, servez-vous de Facebook, ou le faites sur d'Instagram ou autre. Vous allez trouver des contacts que vous pouvez essayer d'accrocher parmi les entreprises que vous aurez décidé de prospecter. En tout cas, rien n'est très gênant que d'appeler une société en disant je veux parler à monsieur Dupont. C'est quoi? Vous lui donnez votre sujet, on va vous dire ah mais c'est pas monsieur Dupont, c'est monsieur Durand. Et ben, on passera monsieur Durand. Ou sinon, ben, en tout cas, donner le nom de quelqu'un, vous déclencherez l'écoute de la personne qui vous répondra au téléphone. Donc, il faut capter les noms les plus ciblés possibles, mais après, on s'en sort toujours. L'important, c'est d'être écouté, d'avoir décroché. Et on va le voir. Donc voilà, utilisez tous ces outils pour identifier les sociétés, trouver les sociétés sur les marchés qui vous intéressent, vous donnez un maximum d'éléments. Les influenceurs sont très intéressants. Influenceurs, cherchez les influenceurs et qu'est-ce qui se passe sur un métier qui est le vôtre, comme le vôtre, sur un domaine d'activité proche du vôtre. Ils vont vous dire les tendances du marché. Ça pourra vous permettre de dire, j'y vais pas. Finalement, ce n'est pas intéressant. Vous avez Google Trends ici qui est très intéressant. Il vous fait des statistiques sur des mots-clés. Moi, là, tout à l'heure, j'ai regardé formation à distance, formation en ligne. Eh bien, oui, j'ai vu que les formations ventes étaient très plébiscitées en ligne. Les gens veulent se former en ligne. Et la région parisienne est un vendeur de formation en ligne. Moi, intérêt à développer en ligne. Voilà. Et je vais pouvoir capter plus de gens que ce que je fais aujourd'hui où je vais directement en présentiel, etc. Donc, je le disais, vous allez avoir une masse d'informations, vous allez devoir filtrer toutes ces informations. C'est pour ça que ça, il faut le faire maintenant, pendant la période de crise. C'est une phase de préparation. Identifier, savoir ce qu'on veut vendre, à qui, remonter les sociétés, remonter, qualifier, filier, etc. L'important, c'est d'en avoir le cible qui soit ciblé dans votre objectif de produit ou d'offre à vendre et de clients à cibler. Alors, je ne sais pas, vos organisations, si que c'est vous, responsable de production ou assistante ou administratif, je ne sais pas, qui avez fait ce travail-là, partagez-le avec les gens qui sont sur le terrain et en ligne avec le terrain. Les commerciaux, les dirigeants, les technico-commerciaux, partagez tout ça pour vérifier si quand même c'est cohérent et éventuellement remonter des contacts qu'ils auraient eux également. Et là maintenant, une fois que vous avez remonté toutes ces sociétés, que vous avez remonté toutes les cibles possibles avec leurs contacts, vous allez pouvoir vous lancer dans la campagne de phoning à proprement parler. Et là, la dernière phase de préparation que vous devez avoir à faire pour que ce soit pertinent, c'est votre accroche. C'est votre accroche au moment où vous allez téléphoner. Pourquoi? Le prétexte. Et ensuite, c'est l'accroche, c'est-à-dire en peu de temps, pourquoi vous appelez et qu'est-ce que vous proposez. Et ça, c'est ce que j'appelle la proposition de valeur.
il faut faire ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire 3 phrases clés dans lesquelles vous dites qui vous êtes, les sociétés qui ne vous connaîtront pas, donc qui vous êtes, ce que vous proposez et à quel besoin ça répond. D'où la préparation qui est très importante. Parce que les gens que vous allez cibler, vous savez ce que vous allez leur proposer, cibler en disant voilà, je fais ça, je vous adresse parce que j'ai une offre pertinente qui permet d'adresser ce sujet-là. Pour ça, je voudrais parler à monsieur Hunter, si vous ne l'avez pas eu. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et la plaquette, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite plaquette d'une page ou deux, dans laquelle vous allez reprendre ce pitch et reprendre votre proposition de valeur. Elle vous servira, vous, comme guide, mais elle vous servira aussi à un suivi de votre démarche, c'est-à-dire à être, pourquoi pas, envoyé à un client, soit qui n'a pas de temps pour vous recevoir, soit qui ne veut pas vous recevoir, mais c'est toujours bon de laisser une trace, soit pour entretenir et remercier d'avoir été écouté. Voilà. Quant à l'accroche, tous les artifices sont bons. Vous pouvez très bien dire que vous avez vos commerciaux qui sont dans la région la semaine prochaine ou le mois prochain et que vous aimeriez optimiser, qu'à ce titre, si vous pouvez lui consacrer un peu de temps, ça serait bien. Ça peut être aussi inviter à un salon, un webinaire, en fait, tous les prétextes que vous pouvez avoir qui sont assez facilement entendables et qui assument. Il faut surtout toujours assumer qu'on fait du commerce, on n'a pas honte de notre métier. Et tout le monde, votre propre client ou prospect, est lui aussi dans des démarches de action et de vente. Donc, on est tous dans le métier, il faut l'assumer. Donc, vous allez vous lancer, vous allez avoir une accroche. Je voudrais un rendez-vous pour vous présenter mes produits ou mes fleurs artificielles ou naturelles de la saison. Et vous allez essayer d'avoir des rendez-vous. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous pouvez avoir un refus, c'est infructueux, un refus parce que ce n'est pas la cible, parce que la personne est intéressée, parce que braquée, parce que X raison, et qu'a priori, ça sera sans suite. Mais vous pouvez avoir aussi de l'infructueux maintenant, mais avec un contact à reprendre dans 3 à 6 mois, et puis vous pouvez avoir effectivement le rendez-vous, qui peut être par Skype aussi, n'hésitez pas, oui, mais on n'a pas trop le temps. Une demi-heure par Skype, et là peut-être que vous aurez le rendez-vous. La personne va avoir l'impression que c'est très contraignant de recevoir le commercial chez lui. Finalement, passer une demi-heure au téléphone, ou un quart d'heure, et puis qui deviendra une demi-heure, ça va très bien passer. Voilà. Donc, ce que je vous. Et que vous faites peut-être, mais qui est capital, c'est de travailler ce suivi de portefeuille client, parce que finalement, ça va au-delà de la campagne. Faites-vous des tableaux Excel, c'est tout simple. Pas besoin de CRM, pas besoin de fichier client, pas besoin un fichier Excel dans lequel vous avez le nom de l'entreprise, son activité, les contacts, les numéros de téléphone, les mails, le truc classique que vous connaissez. Et ensuite, bien évidemment, la date pour laquelle vous l'avez dernièrement contacté, quel a été le sujet et quel est le suivi qu'il y a à faire derrière avec une date d'échéance de ce suivi. C'est vraiment majeur. Il n'y a rien de pire et de contre-productif qu'un contact qui a affiché potentiellement une ouverture à court terme ou à moyen terme et qui va se retrouver sans suite, tout simplement parce que ça aura été noyé dans une masse de contacts de notes qu'on aura pris sur un cahier, sur un papier, etc. et qu'on oubliera de relancer. D'accord? Donc, tracez tout ce qui se passe, tous les contacts que vous avez de façon très structurée, mais très simple, un fichier, votre Bible, auquel vous allez vous raccrocher. Et ça sera d'autant plus intéressant que ça va vous permettre de travailler aussi en collectif avec les différents services de l'entreprise, parce qu'un fichier prospect, parce que les résultats d'une campagne de prospection vont vous donner la visibilité aussi de l'activité. Donc c'est vraiment une bible de tout le potentiel commercial que peut avoir l'activité. Et surtout aussi de ne pas oublier dans la masse les contacts à reprendre et les contacts à suivre. Voilà, donc globalement, si on essaye de reprendre le workflow, il y a une phase très importante, c'est celle nous sommes maintenant, celle du confinement, celle de la période de la crise. Vous devez maintenant travailler sur votre construction d'offres, de position de valeur, ce qui vraiment est important pour vous à promouvoir, analyser et segmenter le marché sur lequel vous voulez faire votre campagne de prospection et bien évidemment identifier les clients et les cibles. Ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. On est tous là à attendre. Alors, n'attendons pas, travaillons cela de façon à être très près le jour J, une semaine avant. Moi, perso, je me suis dit, à part quelques personnes très identifiées, je vais attendre une semaine après la reprise pour les rappeler. Je vais les laisser redémarrer. L'objectif, c'est de remettre les machines en route, de refaire travailler les collaborateurs, etc. Peut-être, effectivement,
c'est pas le plus judicieux que d'essayer de les appeler. Donc peut-être laisser passer une semaine et puis y aller et prospecter, téléphoner. Et vous allez passer d'un millier j'en sais rien, moi, de 50 contacts, 50 prospects, à finalement 4 rendez-vous, mais qui seront ciblés, qui seront qualifiés et qui, normalement, devront donner des commandes derrière. Alors, pour terminer, deux points sur lesquels je veux insister. Un, c'est faire une campagne de prospection, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut en avoir conscience, il ne faut pas se décourager. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans une phase de préparation, celle de qualifier, vous êtes dans le feu de l'action, qualifier ses actions, qualifier le produit sur lequel vous allez. Elle est très motivante, très enrichissante. Parce que vous faites une introspection et ça va vous servir de toute façon pour piloter votre activité. Donc tout ça, c'est super. Et puis vous allez vous dire, bon, ça y est, c'est prêt, j'ai mon tableau Excel, j'ai ma liste de toutes les sociétés que je veux contacter, j'ai les contacts, certains oui, non, etc. J'y vais. Et là, ça va être très compliqué. Parce que bien sûr, vous aurez des refus, parce que bien sûr, il va y avoir des jours où ça ne va rien donner, parce qu'on va vous trouver 50 arguments valables, non valables, et ça va être très difficile et vous risquez d'avoir, et vous aurez des phases de déprime, de démotivation, de désabus. Vous allez dire, ah non, mais attends, c'est trop galère. Il faut persister. Moi, je vous conseille de vous faire une routine de prospection. Routine de prospection, c'est de dire tous les jours, tous les 2 jours, je ne sais pas, 2 fois par semaine, j'ai mon fichier, je m'y mets 1 heure, de telle heure à telle heure. Alors réfléchissez, quand est-ce qu'il est plus simple de joindre les dirigeants? C'est peut-être de 18h à 19h ou le matin à 8h et pas à 10h quand ils sont en pleine réunion. Ça aussi, c'est très important. Choisissez le moment auquel vous allez appeler. Bon, c'est plutôt, voilà, moi, mes prospections, je les fais plutôt début de journée ou fin de journée, quand le dirigeant ou la personne que je contacte est disponible. Donc voilà, ça va être très difficile, motivé au début, des périodes où ça ne va rien donner, et puis petit à petit, le cercle vertueux va se mettre en place et vous allez avoir des résultats. Et là, ça va être très motivant. Et les premiers rendez-vous, et quand on est dans une spirale positive, comme par hasard, ça améliore bien les choses et on est de mieux en mieux, je dirais, de plus en plus efficace dans sa prospection. Enfin, pour terminer, une campagne de prospection, surtout celle que vous allez faire maintenant, mais pas que, ça va être aussi très riche pour vous, quand vous allez analyser les résultats de votre prospection, pour faire une analyse stratégique de votre offre, vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les risques. Vous allez entendre de tout. Votre produit, il est merveilleux, ah oui, on n'y avait pas pensé, mais vous allez entendre aussi, il y a des concurrents meilleurs que vous, vous avez déjà des fournisseurs, et votre produit, il lui manque ça. Par contre, votre produit, il est très bien, mais en réalité, moi, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus pointu sur tel sujet. Et vous allez finalement, en exploitant ce fichier, c'est pour ça qu'il est très important de tracer le suivi, vous allez être capable de faire votre matrice force, faiblesse et opportunité et risque, et finalement, vous améliorer et vous aider à piloter votre activité. Je le disais tout à l'heure, les ventes sont au service et font partie intégrale du pilotage d'une activité, au-delà de rentrer du chiffre d'affaires. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne prospection. C'est un grand sujet, et pas simple à aborder en demi-heure ou 40 minutes. Voilà, donc s'il y a des questions, allez-y. Merci beaucoup. Alors, pour faire une petite session de 10 minutes de questions, alors juste pour vous dire, on a des merci et des bravos dans le module conversé. Voilà, donc on a eu 2 questions à peu près similaires de Boris et Laetitia qui demandent, au lieu d'une campagne au téléphone, est-ce qu'on peut faire une campagne par mail? J'ai oublié de le dire, bien entendu. Bien entendu. Bien sûr, une campagne peut être faite par mail et il n'y a aucun souci. Ce qui est majeur, c'est toujours pareil. Le ciblage, le travail de préparation est le même. Par mail, c'est même parfois plus difficile parce que ce que vous allez écrire, c'est ce que va capter le client. Donc, votre proposition de valeur, elle est majeure. Hein. Pas grand-chose, mais bien ciblée. Et surtout, une relance derrière, un suivi du mail. N'attendez pas, comme par hasard, ça revienne. D'accord? Il y en aura peut-être. OK? Mais oui, bien sûr, par mail. Et si vous êtes plus confort avec ça, allez-y avec ça. Simplement, dites-vous bien que derrière, il faudra faire de la relance et du suivi. Et vous verrez, moi ça m'est arrivé l'autre jour. J'ai eu quelqu'un, j'ai qualifié un besoin, c'était pressé, j'ai fait mon offre. Je rappelle une semaine après, il me dit, je n'ai pas regardé. Ah, ça fait pouf, ça vous vient sur les épaules. Bon, j'essaie de comprendre pourquoi il n'avait pas regardé, et puis je l'ai fait un petit peu parler.
Du coup, il a regardé en ligne mon offre. Ce que je veux dire, c'est que si je n'avais pas rappelé mon envoi, si je n'avais pas rappelé, pardon, suite à mon envoi, ben, il aurait mis 15 jours à ne pas regarder mon offre. Mais votre mail, votre prospection, c'est pareil. Vous l'envoyez, vous vous donnez un petit timing. 10 à... Alors les mails ils en reçoivent des tonnes, hein, les gens. Hein. Donc il faut que l'accroche soit pertinente et il faut relancer relativement vite de façon à ce que ce ne soit pas noyé que dans le flot des 50 mails ou 100 mails qu'on reçoit par jour. Mais oui, vous pouvez le faire. Mais votre accroche doit être vraiment très pertinente. Et si je peux me permettre pour compléter, on a justement un webinaire sur le sujet la semaine prochaine. Jeudi prochain à 14 h, on a un expert en communication de l'agence Relations d'utilité publique qui vous livrera les clés de l'emailing. Ouais, ça c'est très intéressant. Mais voilà, il y a les clés, je pense qu'il va l'aborder d'un point de vue com. Oui. Moi, je vous dis d'un point de vue vente, et la com, c'est pas mon métier, hein, moi, c'est vraiment la vente. Ciblez bien. Ça, ce travail, il ne pourra pas le faire pour vous. Hein. Ciblez votre cible. Enfin, voilà, hein, identifiez bien vos cibles. Je crois que je l'ai reformulé 50 fois. Et ce que vous voulez promouvoir. Et que ce que vous allez promouvoir soit mis en valeur. Voilà. Et après, lui va vous dire comment le faire dans un mail. Et Laetitia, derrière, il faut relancer. Oui. Laetitia, justement, a complété sa question en demandant la relance plutôt par mail ou par téléphone. Vous avez un peu répondu, mais… Bah, moi, j'ai tendance à dire par téléphone. Il faut pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut assumer son rôle de commercial. Il faut assumer de s'entendre dire j'ai pas le temps, non mais ça m'intéresse pas. Vous avez au moins l'information. Vous avez au moins l'information. Ça vous intéresse pas, mais pourquoi ça vous intéresse pas? Vous pouvez essayer de demander l'explication. Si vous faites un mail en disant est-ce que vous avez bien reçu mon mail, etc., il va vous dire oui, il va vous dire non, et après, qu'est-ce que vous faites? Non, il faut de l'empathie pour ses clients, il ne faut pas avoir peur de leur parler. Et de se faire remballer aussi. C'est pas gênant. C'est pas gênant. On en tire toujours quelque chose. Très bien. Et Yannick nous demande, d'après votre expérience, comment pensez-vous que les entreprises technologiques vont vivre la reprise, ESN et consulting IT notamment? Quel impact pensez-vous que cette crise aura sur les questions d'engagement des collaborateurs et collaboratrices d'entreprises, mécénat de compétences? Alors, ouais. Alors, les ESN, les entreprises de l'IT, là, tous ces grands donneurs d'ordre, c'est peut-être le freelance qui pose la question ou d'autres personnes qui sont dans ce sujet-là. D'abord, il y a eu deux choses avec la crise. Hein, selon leur taille, hein, évidemment, l'objectif, c'est le cash, la trésor, comme tout le monde. Donc, ils sont tombés dans le même sujet. Hein, et c'est ce qu'ils ont préservé le plus possible. Et ils ont essayé surtout de pouvoir continuer leur contrat et facturer. Donc, la première attitude qu'ils ont eue, dès lors qu'il a fallu arrêter des activités, parce qu'il y avait malgré tout il y avait des contraintes et ils étaient obligés d'arrêter des activités, ils ont supprimer et arrêter les contrats de sous-traitance. Je veux dire, les sous-traitants dans ces activités auprès des ESN, je le sais parce qu'on peut être assez proche de ce milieu-là, les arrêts ont été bruts. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, on ne sait pas. Moi, ce qui m'interpelle, qui est intéressant de creuser, c'est que le marché les ESN, ou ces activités-là, les métiers technologiques, ont été en termes de recrutement des marchés en très grosse tension. Il est très difficile de recruter des développeurs C, C++, je ne sais pas, ou Java, ou des data scientists. Il est très difficile de recruter des électroniciens ou des spécialistes du traitement du signal ou l'électronique de puissance, je ne sais pas. Le marché a été très tendu et pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rabattus sur la sous-traitance. Et finalement, c'est les sous-traitants qui ont asséché le marché du vivier des activités. Donc, avec l'arrêt potentiel, il peut se passer deux choses. Il peut se passer que les ESN se lancent dans une grande campagne de recrutement pour essayer, parce que tous les sous-traitants qui se sont retrouvés avec des marchés arrêtés, hein, parce que les ESN ont d'abord, les entreprises ont d'abord arrêté les sous-traitances pour préserver l'emploi de leurs collaborateurs, d'accord? Donc finalement, énormément de gens se sont retrouvés sans mission, rang 2, rang 3. Donc il peut y avoir une phase de recrutement importante des ESN et de ces entreprises technologiques, profiter de la relance pour relancer le recrutement qui était très difficile.
En tout état de cause, leur activité, elle va reprendre. Et effectivement, ils auront soit, comme je le dis, une stratégie de recrutement. Et à ce moment-là, il y aura des opportunités et les gens ne seront plus salariés d'un rang 1, 2 ou d'un rang 3, mais seront directement salariés de l'entreprise. Ou bien les sous-traitants restafferont leur personne. Ce qui va s'être passé, c'est qu'il y aura eu des dégâts, il y aura eu des sous-traitants qui auront disparu et aussi d'autres qui auront cherché des nouveaux débouchés. Une ESN qui aura arrêté des contrats de développement de plateformes digitales, par exemple. Et bien, le sous-traitant qui s'est vu balayer, et bien, il aura peut-être lui aussi cherché d'autres pistes. Et peut-être qu'en fait, les sous-traitants vont s'orienter vers d'autres marchés. Hein, c'est la démarche que je vous disais tout à l'heure, pour plus être dépendant des ESN, tout en développant l'activité, par exemple, web et développer des applications. Donc, ce marché-là, il va redémarrer. Forcément, les besoins y sont et elles vont relancer leur activité. Par contre, le marché va être rebeloté pas mal. Et probablement que certains sous-traitants se seront orientés vers d'autres marchés que leurs clients cibles habituels. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci pour cette réponse. Je vous propose de prendre 3 dernières questions. Alors, on a Anne qui nous demande comment trouve-t-on le bon influenceur? Est-ce que vous avez un conseil rapide pour Anne pour trouver un bon influenceur dans son domaine? Je sais pas parce que c'est forcément lié au domaine. Alors, je suis pas une spécialiste des influenceurs parce que venant du monde plutôt de l'industrie, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière un influenceur. Soit on est dans un environnement très structuré, B2B, industriel et autres. Pour moi, ceux vers lesquels il faut se rapprocher, c'est les pôles de compétitivité, c'est les clusters, c'est tous les organismes qui soutiennent ma profession et ma filière, de façon à ce que ces gens-là m'aident et me donnent les tendances des marchés et aident à me positionner par rapport à ces marchés-là. L'influenceur en B2C par rapport à une tendance du marché d'un consommateur, ben là, je pense qu'il faut aller sur les réseaux sociaux et identifier quels sont ceux qui sont les plus visibles, quels sont ceux qui sont capables comment dirais-je, qui produisent des statistiques sur lesquelles on est capable de trouver des statistiques de mouvement et d'attractivité de leur influence. Donc, si vous tapez, moi je l'ai fait, si vous tapez influenceur sur le web et avec éventuellement votre métier, vous allez trouver les personnes identifiées comme influenceurs et il y a tout un tas de statistiques via le web. Je ne suis pas une spécialiste de l'influenceur, en tout cas dans le B2C, si c'est le cas. Merci. On a aussi une question de Marc qui dit: y a-t-il des sites internet dédiés pour obtenir la liste de prospects ciblés métiers géographiques et sont-ils payants? Oui. Alors, peut-être que là, je répondrai par écrit pour pouvoir avoir comment dirais-je, une réponse pertinente. Donc, on invite Marc. Oui, il existe, oui. Ne serait-ce que par exemple Salesforce sur LinkedIn. Avec Salesforce, vous êtes capable de mener vos campagnes de prospection, faire des recherches sur des mots-clés, etc., avoir des listes d'entreprises. Bon, LinkedIn, tout le monde connaît. On a un usage LinkedIn classique. On peut choisir le premium. Le premium permet d'aller un petit peu plus loin. Vous êtes autorisé à faire des campagnes de recrutement, à faire des recherches sur des mots-clés, des personnes, etc. Et puis, il y a l'outil Salesforce. Il est payant. Je ne sais pas combien aujourd'hui. Là, il faudrait regarder. Ça doit se trouver assez facilement. Donc oui, il existe des outils qui vous aident dans cela. C'est rarement gratuit, effectivement. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Salesforce sur LinkedIn. Peut-être qu'avec des précisions sur le secteur, ça vous aiderait aussi à… Oui, ça pourrait. Faites-moi un petit message, je regarderai. Très bien. Et je répondrai. Et je vous propose en dernière question, c'est Joss qui nous demande: à quel moment sait-on qu'on perd son temps avec un prospect? J'ai commencé la prospection sur LinkedIn et c'est très chronophage. Ah oui. Alors, de toute façon, la prospection, ça prend du temps. C'est chronophage. C'est d'autant plus chronophage qu'on n'a peut-être pas bien fait ou pas suffisamment fait son travail de ciblage préalable. Ça, c'est une chose.
Ensuite, donc la question c'était c'est chronophage, mais avant c'était comment vous pouvez me la relire la question? C'était à quel moment sait-on qu'on perd son temps avec un prospect? Euh, alors, comment dire ça? Pour savoir, il y a quelques mots-clés, il y a quelques mots-clés à trouver. Il faut faire je pense que pour qualifier si un prospect pourra être potentiellement un client ou pas, contrairement à ce qui peut être dans la vente, les questions ouvertes hein, qui peuvent amener à découvrir. Alors, on va commencer par poser des questions ouvertes pour découvrir le client, comprendre hein, et faire nos propositions de valeur en fonction de ce qu'il va nous dire. Ensuite, on va procéder justement par les questions fermées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le prospect, il va falloir savoir lui poser la question, est-ce que vous trouvez un intérêt certain ou un intérêt à mon produit? Il va vous dire oui ou non. S'il vous dit oui parce qu'il vous balade, quand pensez-vous, est-ce que vous pensez avoir des besoins ou des potentiels dans les 3 mois? Ah, là, il va commencer à vous dire oui ou non. Donc, en fait, il faut procéder à un certain nombre de questions, d'enchaînement de questions fermées qui vont réduire le champ, si vous voulez, des possibilités sur le fait qu'à un moment donné, le prospect va vous passer une commande ou pas. Si vous dit oui, votre produit m'intéresse, ok. Est-ce que vous avez une vision potentielle? Est-ce que vous pensez que vous aurez un besoin possible dans les 3 mois? Il vous dit oui. Est-ce que vous acceptez un rendez-vous le mois prochain et qu'il vous dit non? Commencez à se poser des questions. Si vous lui dites, est-ce que ça fait 3 fois que vous l'appelez, puis finalement vous dites, est-ce que vous avez un projet prochain pour lequel je peux, dans les 3 mois, et qu'il vous dit non, arrêtez. Arrêtez-vous, votre objectif, c'est de prendre des commandes avant 3 mois, par exemple, hein, c'est un exemple. Donc, fixez-vous les critères par rapport à ce que vous cherchez, mais pour arriver à savoir qu'un prospect vous balade ou que vous ne ferez rien avec un prospect, il faut poser des questions fermées et à un moment donné accepter de le sacrifier, entre guillemets. C'est toujours dur hein, de laisser tomber un prospect. On se dit, ouais, mais si jamais demain. Posez-lui des questions précises. Fermez. Oui, non, délai. Et si tout est négatif, arrêtez. Je ne sais pas trop comment vous dire autrement. Et par contre, tracez ces contacts-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être rien, mais peut-être que dans 6 mois, une relance ou dans un an, ça donnera quelque chose. C'est toujours quelqu'un de qualifié. Par contre, pour la prise de commande immédiate, oui, il faut savoir tourner les pages. Ok, bon. Bah, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée. On a eu beaucoup de remerciements dans le module de conversation, des personnes qui trouvent que c'était très pragmatique et que c'était pile poil ce qu'ils attendaient. Tant mieux. Je pense que le support va leur permettre de refeuilleter tout ça. Oui. Pour les personnes qui sont encore en ligne, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour vos questions et votre intérêt. On vous renverra un mail donc avec le PowerPoint, avec le contact de Joël. Et on vous enverra aussi un petit questionnaire de satisfaction, savoir voilà aussi quels sont les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans la help room du Move. Voilà. Et je confirme que je sais, mais ça je verrai avec vous, Marine. On fixera des petits créneaux de disponibilité si les gens ont des questions, qu'on puisse avoir un petit échange soit par mail, soit par Zoom pour approfondir des petits sujets. Génial. Ravie de l'entendre. Faut assumer le service après-vente. Non, je plaisante. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on déconnecte? Non, mais comme je l'ai dit, hein, bonne prospection à tous. J'ai bien conscience et je le vis comme vous, hein, la difficulté de cette période. Je crois que vous êtes dans un secteur, enfin, c'est pas je crois, vous êtes dans le secteur du socialement, de l'entreprise sociale et solidaire. Et finalement, cette crise sanitaire, allez, il faut passer la période, mais ça va être une grosse opportunité pour vous. Et si on écoute tout ce qui se passe autour de nous, le solidaire, le local, le régional, tout ça va être remis en valeur. Il va falloir capter ça et l'exploiter le plus vite possible. Mais je pense qu'il y a des vraies opportunités qui se présentent pour vous. Tout à fait d'accord. Bon, et ben,
Très bonne journée à tous et très bon week-end. À Et bon bientôt. week-end à tous. Et oui.